Mes chers collègues, je vous propose, mesdames, messieurs, de passer en formation de SICA en vous signalant que j'ai reçu le pouvoir de madame Séverine de Comprégnac qui l'a donné à madame Berthomier, que monsieur Passelet, qui a quitté, parce qu'il y a une autre réunion, la réunion plénière, et qui m'a donné pouvoir. Je vous propose d'adopter la désignation de madame Florence de Vara comme secrétaire de séance. Et je vous propose, mes chers collègues, et ça s'adresse uniquement aux membres élus, d'adopter le procès-verbal de notre dernière séance qui s'est déroulée le 16 novembre 2021 et qui avait, je vous le rappelle, 2 sujets à l'ordre du jour, la rue aux écoles, c'est-à-dire la rue Littré, et la lutte contre le bruit. Nous avions reçu M. Dan Lair, maire adjoint, chargé notamment, effectivement, de la lutte contre les nuisances sonores. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Le procès-verbal est adopté. Nous pouvons passer donc à la partie de logement du SICA et j'appelle auprès de moi Madame Sophie Morvan qui va venir à ma droite pour être parfaitement visible et pour pouvoir être filmée, chère Madame, si vous le permettez, puisque c'est une réunion en présentiel et en distanciel. Donc vous aurez même le droit de retirer votre masque pour pouvoir parler plus facilement. Madame Morvan, venez à mes côtés. Madame Lambert-Burins, premier adjoint, et Monsieur Flaubert s'installent là, voilà. On va leur donner une chaise supplémentaire. Voilà, très bien. Venez, Madame Morvan. Mettez-vous là, mettez-vous ici. Voilà. Mettez-vous ici. Je vous en prie, vous allez pouvoir vous installer. Et Madame Morvan est la juriste de l'association départementale d'information pour le logement, dont les bureaux se trouvent boulevard Edgar Quinet, au métro Edgar Quinet. Ce sont des beaux bureaux en rez-de-chaussée. Vous savez que l'ADIL est une association très importante qui avait d'ailleurs, nous avions fait un webinaire avec vous d'ailleurs, si je me rappelle bien, il y a quelques mois, dans une époque un peu difficile, donc il n'avait peut-être pas eu, si vous voulez, toute l'audience qu'elle méritait. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler de 2 choses. Alors je vous propose de démarrer par l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, et puis dans un deuxième temps, vous évoquerez le logement intergénérationnel. Alors sur l'encadrement des loyers, je vous donne la parole en attirant votre attention, mesdames et messieurs, sur le caractère assez complexe, un peu complexe de la législation. Mais bien sûr, le PowerPoint qui vous est présenté ici vous sera diffusé à tous et à toutes dès demain. Oui. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis Sophie Morvan, je représente l'ADIL, qui est une agence départementale d'information sur le logement, comme l'a dit Monsieur le maire. Nous avons réalisé en 2021 42 300 consultations sur Paris en présentiel, distanciel, c'est-à-dire digital, ou par téléphone. Et donc, nous sommes tous les lundis après-midi dans les locaux de la mairie du 6e, où nous assurons une permanence exclusivement sur rendez-vous auprès des Parisiens. Donc nous intervenons à la fois sur les problèmes locatifs, les problèmes d'accession à la propriété, les problèmes de copropriété, tout en respectant un objectif de neutralité et d'objectivité, évidemment. Alors ce soir, nous allons parler de l'encadrement des loyers, mais on ne peut pas parler d'encadrement des loyers sans distinguer le double dispositif qui existe. Il faut juste passer le premier slide. Merci. Alors vous avez 2 types d'encadrement des loyers. D'une part, l'encadrement de l'évolution des loyers et l'encadrement du niveau des loyers. L'encadrement de l'évolution des loyers consiste à limiter la hausse du montant du loyer entre 2 locataires ou au moment du renouvellement du bail, ça ce qui est déjà un dispositif qui existe depuis très longtemps. Mais afin d'éviter une augmentation conséquente de loyers entre 2 contrats de location, eh bien, vous avez une réglementation pour les zones tendues qui impose qu'on respecte le loyer du précédent locataire lorsque celui-ci part et laisse sa place à une personne qui va lui succéder. Donc le loyer doit rester identique. Alors ce principe souffre quand même quelques exceptions.
Donc, alors je vous rappelle juste ce que je n'ai pas précisé mais qui figure sur le PowerPoint, que l'encadrement des loyers concerne tout ce qui est location de résidence principale, hein, bien évidemment. Hein, que ce soit un logement loué vide ou meublé, on s'adresse uniquement à la location de résidence principale, les résidences secondaires ou les logements de fonction étant exclus de ce dispositif. Donc, l'encadrement de l'évolution des loyers souffre quelques exceptions. Le propriétaire qui voit partir son locataire peut relouer en augmentant le loyer dans 5 cas différents. Donc, lorsque le logement est resté vacant plus de 18 mois, le propriétaire peut relouer au prix qu'il souhaite. Deuxième situation, si le propriétaire a omis de réviser le loyer du locataire. Vous savez que chaque année, le loyer fait l'objet d'une révision en vertu de l'indice de référence des loyers, qui est l'indice des prix à la consommation hors tabac. Alors, pour juste information, le dernier indice qui est sorti, le 14 janvier, fait état d'une variation sur un an de 1,61%, ce qui est beaucoup par rapport aux évolutions des trimestres précédents. Donc, lorsque le loyer n'a pas été révisé, si le locataire part, un nouveau locataire lui succède, le loyer peut être révisé. Troisième exception, si le logement a subi de gros travaux. C'est-à-dire que depuis le début du contrat de location, le propriétaire va faire des travaux qui vont considérablement améliorer celui-ci ou le faire respecter les normes de décence. Et ces travaux vont représenter au moins 6 mois de loyer. À ce moment-là, le propriétaire peut augmenter le loyer de 15% du coût des travaux. Alors, je vous prends un exemple basique. Vous avez un loyer de 1 000 €. Vous faites 6 000 € de travaux. Le propriétaire peut augmenter de 15% de 6 000 € le loyer, c'est-à-dire 900 €, qui correspond à une augmentation annuelle, c'est-à-dire qu'il peut augmenter de 75 € par mois le loyer du nouveau locataire qui va entrer dans les lieux après ces fameux travaux. Est-ce que jusqu'ici, vous me suivez ? Donc ça, c'était la troisième exception qui permettait donc d'augmenter le loyer entre deux locataires. Quatrième exception, si durant les 6 derniers mois, le propriétaire a fait l'équivalent d'un an de loyer en travaux, à ce moment-là, le loyer également peut être revalorisé de manière libre. Mais il y a une condition sine qua non à respecter maintenant. Quoi qu'il arrive, travaux et augmentation doivent être forcément conciliés avec un seuil de performance énergétique à atteindre. Ce seuil de performance, c'est un logement qui est classé entre A et E dans un diagnostic de performance énergétique qui est toujours fourni à la signature du contrat de location. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair pour vous ? Oui, c'est très bien. Est-ce qu'il y a une date pour les performances énergétiques ? Alors, pour les performances énergétiques, d'une part, le diagnostic doit avoir une existence de moins de 4 ans. Et il faut savoir qu'il y a eu un changement législatif, c'est-à-dire que tous les diagnostics qui ont été faits jusqu'au mois de décembre 2017 sont valables jusqu'au 31 décembre 2022. Au-delà, ils devront être refaits. Donc, quand vous avez un nouveau locataire, auparavant, vous aviez le diagnostic qui était valable 10 ans. Du fait de l'entrée en vigueur de la loi Climat et Résilience, les diagnostics de performance énergétique ont été revus dans un souci de détail, d'opposabilité également de la part du diagnostiqueur aux propriétaires et aux locataires. Donc le diagnostic de performance énergétique qui a une certaine ancienneté devra être refait d'ici le 31 décembre 2022 pour ceux qui ont été faits avant 2017. Enfin 2017 au plus tard, et pour les autres, c'est-à-dire tous ceux qui ont été faits jusqu'au 30 juin 2021, devront être refaits après le 31 décembre 2024. Ça, il faut savoir qu'il y a des dates butoirs qui sont en vigueur depuis le 1er juillet 2021, suite... C'est qu'il y ait ou pas changement de locataire ? Non, c'est quand il y a changement de locataire. Tout ce que vous venez de dire, c'est quand il y a changement de Tout locataire. à fait. Là, l'encadrement de l'évolution des loyers, c'est vraiment pour, si vous voulez, juguler l'évolution entre deux locataires. Au cours du bail, vous avez d'autres dispositifs qui permettent d'augmenter le loyer lorsqu'il se renouvelle le contrat. C'est-à-dire que lorsque le contrat a un prix de loyer manifestement sous-évalué par rapport au prix du quartier, il y a la possibilité d'augmenter
tout en limitant la hausse à 50% de la différence entre le prix que le locataire paye. Par exemple, si vous avez un loyer de 1 000 € dans votre quartier, il est à 2 000. Au moment du renouvellement du bail, le propriétaire peut vous proposer de le passer à 1 500. Ça, c'est un dispositif qui existe déjà depuis très longtemps. Mais là, voilà. Oui, c'est très bien et merci infiniment du caractère très pédagogique de votre exposé. J'espère. Sur une législation qui n'est pas simple et qui connaît des évolutions constantes, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Alors là, je vous fais dériver, hein, pardonnez-moi, mais quelque chose qui inquiète beaucoup les gens actuellement, c'est le fait que certains logements, justement, parce que vous avez évoqué les performances énergétiques, ne seraient plus propres à la location. D'ici 2028. Peut-être même d'ailleurs à la revente, c'est ça? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, les travaux sont tellement... En tout cas, il y aura des travaux importants à faire. Des travaux énormes. Alors, c'est vrai que ça entraîne beaucoup de congés pour vente, c'est-à-dire que lorsque les contrats arrivent à expiration, nous, on s'en rend compte, en fait, lors des consultations juridiques que nous dispensons, on se rend compte qu'il y a en effet des congés qui sont donnés parce que les propriétaires préfèrent vendre plutôt que réaliser des travaux très importants. Et travaux... Tant qu'ils peuvent vendre. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que les travaux peuvent s'avérer tellement importants et parfois non plus pas toujours faisables. Parce que vous pouvez isoler les parois vitrées, vous pouvez isoler les murs, mais parfois il y a d'autres travaux à faire au niveau des parties communes. Et là, si par exemple vous voulez isoler une copropriété, il vaut peut-être parfois aussi se poser la question d'isoler le toit. Sauf que ça nécessite une décision en Assemblée générale. Et là, la date butoir, c'est 2028. Donc ça vient très vite. Oui. Sauf si entre-temps, une loi change la précédente et donne des délais supplémentaires. Oui, exactement. Donc là, ce dont je vous ai parlé, l'encadrement de l'évolution des loyers, s'applique à toutes les zones tendues. Les zones tendues, elles sont définies par un décret de 2013. Ce sont les zones de plus de 50 000 habitants dans lesquelles il y a un déséquilibre entre l'offre de logement et les candidats potentiels pour les logements. Donc ça peut s'appliquer à Paris, on va le voir ensuite, parce que ce dispositif s'articule avec l'encadrement du niveau des loyers, où là, c'est encore un autre système. Donc le deuxième aspect de l'encadrement des loyers, c'est celui que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'encadrement du niveau des loyers, qui donne la possibilité aux collectivités de transmettre au préfet une demande pour pouvoir appliquer un encadrement sur son territoire avec un loyer maximum, ce qu'on appelle un loyer de référence majoré, à ne pas dépasser en cas de location. Donc ça a été le cas pour la commune de Paris, dès que la loi Elan du 23 novembre 2018 est parue, permettant donc aux collectivités de se prononcer. Elles avaient 2 ans. Il fallait qu'elles demandent au plus tard, qu'elles fassent cette demande d'autorisation de mise en place d'encadrement avant le 25 novembre 2020. Donc Paris l'a fait. Un décret a été pris le 12 avril 2019, délimitant la zone d'application, c'est-à-dire les 20 arrondissements, ce qui correspond à 80 secteurs. Et donc l'arrêté préfectoral du 28 mai 2019, qui est reconduit, chaque année bien sûr, fixe l'entrée en vigueur au 1er juillet 2019 de l'encadrement des loyers à Paris. Donc depuis le 1er juillet, tous les contrats qui sont conclus se trouvent être obligés de respecter un loyer de référence majoré. Alors le loyer de référence majoré, c'est un loyer qui correspond à 20%, qui correspond en valeur il est supérieur, on va dire, de 20% du loyer de référence médian constaté dans l'arrondissement, après collecte faite auprès de l'Observatoire des loyers. Et donc, sur le contrat de location, lorsque le propriétaire indique le prix du loyer hors charge, il indique donc le prix, le montant du loyer de référence majoré et le montant du loyer de référence. Donc, par exemple, pour connaître, en fonction de votre adresse, le prix que vous pouvez pratiquer pour la location du logement que vous souhaitez louer, il faut aller sur une carte interactive mise en place par la préfecture. Il faut rentrer le nombre de pièces, la date de construction de l'immeuble, le mode de location, vide ou meublé, puisque l'encadrement s'applique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi bien à la location vide qu'à la location meublée, et l'adresse précise du logement. Et là, vous aurez les 3 valeurs de référence, c'est-à-dire le loyer médian, le loyer de référence majoré, 20% supérieur au médian,
et le loyer de référence minoré, 30% inférieur au médian. Et donc, le propriétaire pourra aller jusqu'au loyer de référence majoré. S'il souhaite dépasser le loyer de référence majoré, il peut appliquer un complément de loyer. Alors, le complément de loyer ne fait l'objet d'aucune réglementation. Il est juste dit que ce complément correspond à des caractéristiques de confort, de localisation particulières qui justifient que le propriétaire puisse demander une somme forfaitaire en plus du loyer. Alors, aujourd'hui, les litiges portent en général sur l'existence de balcons, de terrasses, de cuisines équipées, de parkings. En tout cas, les décisions qui ont été rendues par la commission de conciliation, qui est amenée à trancher les litiges justement liés au complément de loyer, font état que le complément est justifié lorsqu'il y a une terrasse. Certainement pas lorsqu'il y a un balcon, certainement pas lorsqu'il y a une cuisine équipée, certainement pas lorsqu'il y a un parking, puisqu'il peut faire l'objet d'une location à part. Donc jusqu'ici, nous n'avons pas de jurisprudence, mais la commission de conciliation, qui est compétente pour trancher les litiges sur le complément de loyer, font état que, à moins d'avoir une terrasse ou une vue particulièrement magnifique sur un monument de Paris, le complément de loyer doit vraiment se justifier par des caractéristiques de confort, comme par exemple une domotique ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est source de conflit en l'absence de réglementation très précise. Alors, le complément de loyer, en cas de litige, il faut savoir que le locataire doit réagir relativement rapidement, c'est-à-dire qu'il doit saisir la commission départementale de conciliation dans un délai de 3 mois à compter de la signature de son bail, s'il veut contester le complément. Ce matin, j'ai reçu une personne dans le 9e arrondissement qui avait un complément de loyer de 515 € pour un loyer de 1 700 €, justifié uniquement par la présence d'une cuisine équipée. La personne a signé son contrat le 18 novembre. Il faut impérativement qu'elle ait saisi la commission le 17 février au plus tard. Sinon, elle n'aura plus de recours, elle sera obligée de payer le complément. Et une précision, le complément ne peut être appliqué que si le loyer est déjà au maximum, au loyer de référence majoré. Si ça n'est pas le cas, le complément ne peut pas être appliqué. Alors, quel recours, justement, par rapport à toutes ces obligations qu'a le propriétaire, d'indiquer le loyer de référence sur le contrat, et justement, que peut faire le locataire à ce moment-là? Donc, quand un propriétaire loue un logement, dans Paris en tout cas, qui est assujetti à l'encadrement des loyers, donc comme je vous l'ai dit, il doit faire figurer le loyer de référence médian et le loyer de référence majoré. S'il ne le fait pas, le locataire doit réagir dans le mois qui suit la signature, enfin qui suit la prise d'effet. Il doit faire une mise en demeure au propriétaire de lui fournir les informations dans le délai d'1 mois. Si le propriétaire ne le fait pas, le locataire peut saisir le tribunal judiciaire dans un délai maximum de 3 mois et il peut demander même la baisse du loyer. Même si le loyer respecte le loyer de référence majoré, mais si le propriétaire a omis de le faire figurer et ne répond pas à la demande du locataire, à ce moment-là, le tribunal peut ordonner la baisse du loyer. Pour ce qui est de la commission de conciliation, comme je vous l'ai dit, et le complément de loyer, délai de 3 mois pour contester. Et il faut savoir également que si vous estimez que votre contrat de location affiche un loyer trop élevé, il faut savoir que lorsque ce contrat de 3 ans arrive à expiration, 5 mois avant cette échéance, vous pouvez faire une proposition de renouvellement à votre propriétaire en lui demandant une baisse de votre loyer. Si vous estimez qu'en effet le loyer dépasse le loyer de référence majoré et que vous voulez à ce moment-là que le bail se reconduise, mais pour un montant de loyer inférieur. Alors en cas de non-respect justement du loyer de référence majoré, il faut savoir qu'il y a des sanctions préfectorales, c'est-à-dire que à la fois vous avez l'action judiciaire que peut mener le locataire, mais le préfet peut aussi être saisi par le locataire s'il n'a pas respecté ce loyer de référence majoré. Le préfet adresse à ce moment-là une mise en demeure au propriétaire de se conformer au prix maximum qu'il peut appliquer, de restituer le trop perçu au locataire, et il lui indique le montant de la sanction encourue, qui peut être de 5 000 € pour une personne physique, 15 000 € pour une personne morale. Le propriétaire a alors 1 mois pour présenter ses observations, et s'il ne réagit pas, le préfet l'informe de l'amende possiblement prise dans le cadre d'un arrêté. Et en effet, si au bout d'1 mois, le propriétaire n'a toujours pas répondu, un arrêté préfectoral
fixant le montant de l'amende est pris et cette amende peut être recouvrée par le biais d'un titre de perception. Il faut savoir que depuis l'entrée en vigueur de l'encadrement en 2019, il y a eu 6 amendes de prononcées uniquement et il y a eu 96 conciliations. 6 amendes qui sont allées de mémoire de 300 à 2000 euros. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, merci Madame Morvan, merci pour cet exposé. Y a-t-il des questions sur un sujet qui est bien sûr un sujet complexe, délicat, sur lequel on peut avoir d'ailleurs des avis partagés, mais bon, j'ai souhaité, et je remercie la représentante de l'ADIL d'avoir bien voulu effectivement nous exposer un dispositif qui d'ailleurs avait existé dans un premier temps, qui ensuite n'a plus été, qui a été contesté devant les tribunaux et qui est revenu en force récemment. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'encadrement des loyers a été pris en 2017, il a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans lequel le recours était dit que la zone géographique délimitant l'application de cet encadrement n'était pas la bonne. C'est-à-dire que lorsque vous lisez la définition de la zone tendue, on vous parle d'agglomération, on ne vous parle pas de commune. Et donc, les associations de propriétaires, notamment, invoquaient ce défaut de localisation et ont obtenu justement l'annulation de l'arrêté. Cette annulation a été confirmée en cour administrative d'appel en 2018, mais ensuite, le Conseil d'État a été saisi et a annulé l'annulation, en estimant que le préfet pouvait restreindre uniquement à la commune de Paris et non pas à l'agglomération parisienne l'application de l'encadrement des loyers. Donc la décision a été ensuite, l'affaire a été, on va dire, renvoyée devant la Cour administrative d'appel de Paris, qui pour l'instant n'a pas encore tranché. Donc pour l'instant, en l'état actuel des choses, l'encadrement de 2017, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Mais on attend la position de la Cour administrative d'appel de Paris sur l'issue à donner sur le dispositif. Ce que je voudrais juste préciser, c'est que lorsque vous avez un contrat de location qui a été conclu avant 2019, qu'il s'est reconduit tacitement, vous n'êtes pas assujetti à l'encadrement des loyers. C'est-à-dire que seuls sont concernés par ce dispositif, les nouveaux baux bien sûr, et les baux qui auraient fait l'objet d'un renouvellement. Si vous avez modifié une des clauses du contrat, si vous avez fait une modification substantielle et que vous avez signé un nouveau contrat alors que l'initial avait été précédemment signé avant 2019, vous êtes assujetti à l'encadrement, mais si c'est une reconduction tacite de votre bail, vous n'êtes pas concerné par l'encadrement des loyers. Merci Madame Morvan. Y a-t-il des... c'est très technique, mais est-ce qu'il y a une question ? Il y aurait une question ? Les horaires de permanence de l'ADIL. Voilà. De mémoire, 14h, 17h ? Sur 17h, je suis sûre. Sur rendez-vous exclusivement. Des rendez-vous de 30 minutes pour lesquels il faut être ponctuel. Car ça passe vite, 30 minutes. Alors, on va les rappeler. Hein, vous nous redonnerez l'information demain et on la rediffusera par la suite. Pour moi, c'est 14h. Alors, je vous propose peut-être de passer tout de suite à l'habitat intergénérationnel et je donne la parole. Là, le cadre est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Donc, il y a un slide. Je donne la parole à Madame Morvan et ensuite, j'appellerai auprès de moi Mesdames, elles sont au fond de la scène, Mesdames Kelven et Massoni, qui sont directrices associées d'Atome et qui a un partenariat avec Sciences Po, j'en avais parlé tout à l'heure, et qui interviendront pour justement donner un exemple concret de location et d'habitat intergénérationnel. Madame Morvan, vous avez la parole. Alors, juste en préambule, je voulais juste rappeler qu'aujourd'hui, en France, 1,4 million de personnes ont plus de 85 ans. Et que 20% de ces personnes sont des personnes dépendantes. Donc l'habitat intergénérationnel, il fait l'objet depuis 2018 et depuis la loi Elan d'un cadre légal et réglementaire à travers la mise en place d'un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire qui permet à des personnes de plus de 60 ans de louer ou sous-louer une partie de leur logement à un jeune de moins de 30 ans, moyennant une contribution financière modeste et réalisation de services. Alors, ce que je veux juste préciser, c'est que ça n'est pas un contrat de travail, surtout pas. Ce n'est pas un contrat de location, ça n'a rien à voir avec le régime légal que nous avons précédemment vu. La liberté contractuelle est totale. Il y a néanmoins 3 points
qui sont non négociables. La personne qui met à disposition, donc une partie de son logement, doit mettre à disposition une chambre dont la taille doit faire minimum 9 mètres carrés. L'accès aux espaces partagés doit être libre et la contribution financière, son montant doit être modeste. On ne parle pas de loyer, on parle vraiment d'une contribution financière modeste. L'expiration du contrat est fixée tout à fait librement. Les obligations des parties également, sachant qu'on imagine quand même qu'il faille que le senior qui met à disposition assure la jouissance paisible et le junior respecte également les lieux, ne les dégrade pas. Ensuite, il faut peut-être conseiller aux parties de souscrire une assurance, surtout pour le junior. Et enfin, la partie réglementée est la partie qui concerne l'expiration du contrat pour lequel chacune des parties dispose d'un préavis d'1 mois pour y mettre fin. Mais à part cela, à part donc, comme on le disait tout à l'heure, les 3 points non négociables et le préavis d'1 mois, la liberté contractuelle est totale. Alors je vais juste rappeler un petit aspect fiscal. Quand vous percevez, vous êtes senior, vous louez une partie de votre logement, il faut savoir que vous allez percevoir des revenus. Si vous louez cette partie de logement en meublé, il faudra déclarer cela en bénéfices industriels et commerciaux. Si vous louez une partie de votre logement en vide, vous déclarerez ça en bénéfices non commerciaux. Et je reprécise juste une chose, lorsque vous êtes vous-même locataire, si vous décidez de sous-louer une partie de votre logement dans le cadre de l'habitat intergénérationnel, il faut en aviser votre bailleur, à aucun moment il ne peut refuser de vous donner cette autorisation. Ça n'est pas considéré comme une sous-location qui entraînerait la résiliation de votre bail, comme c'est le cas lorsque vous sous-louez complètement votre logement. Avant de donner la parole aux représentants d'Atome, je voulais savoir, Madame Morvan, est-ce que vous avez beaucoup dans les questions qui commencent à être posées, enfin qui sont posées à l'ADIL, est-ce que vous avez maintenant davantage de questions qui concernent la location intergénérationnelle, ou est-ce que c'est un écosystème qui fonctionne assez bien, qui pour le moment ne génère pas trop de questionnement? Alors, pour tout vous dire, moi j'interviens sur les mairies du 8e et 9e arrondissement, de manière hebdomadaire, récurrente. Je n'ai jamais eu le cas de questions posées sur la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Alors, moi je pense que ça n'est pas très connu. Je pense qu'il y aurait peut-être un effort de communication à faire à ce niveau-là, parce que ça permettrait justement de maintenir les seniors plus longtemps à domicile, de gagner en autonomie, puis de tisser du lien social, évidemment, et de résoudre la crise du logement chez les jeunes. Écoutez, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici et pour ça qu'on a essayé effectivement collectivement de faire connaître davantage cette méthode de logement qui peut effectivement rendre service à nos aînés et à nos plus jeunes. Après, bien évidemment, je reviens un peu sur ce que vous avez dit. C'est vrai que la situation du marché du logement est très tendue à Paris, ce qui explique d'ailleurs la volonté de le réguler. Est-ce qu'on n'a pas d'ailleurs régulé trop, effectivement, le marché locatif? Ça, c'est une autre question, une question qui pourrait être débattue peut-être en dehors de cette enceinte. C'était en tout cas une question qu'on peut se poser. Car quand on régule trop la location, ça va être pour après, j'anticipe sur le dernier sujet, quand on régule trop la location libre, si je puis dire, on dérive. Alors, il y a une dérive sur le meublé il y a une quinzaine d'années, et puis après, certains sont partis sur la location touristique, qui génère encore de la réglementation. Voilà, je m'arrête là, parce que sinon, j'irai trop loin, et je donne la parole. Mais vous pouvez rester là, peut-être pendant que ces dames s'expriment, sur l'exemple de location intergénérationnelle que vous faites, parce que j'ai bien compris que vous étiez à l'œuvre déjà depuis quelques années. Voilà, absolument. Merci Madame Morvan pour vos éclairages et merci Monsieur le maire de nous recevoir. Depuis maintenant 20 ans, on a mis en place un dispositif alors encore plus confidentiel que le logement intergénérationnel. Donc c'est aussi notre volonté de diffuser et de parler de ce mode d'hébergement qui s'adresse en ce qui nous concerne à des étudiants. Et l'hébergement se fait chez les particuliers dans une chambre disponible pour ceux qui ont la chance d'en avoir une, dans une chambre en trop laissée par un enfant parfois qui fait ses études loin de Paris ou même loin de la France. Donc nous gérons un réseau de familles dans Paris qui reçoivent des étudiants, principalement des étudiants internationaux,
qui viennent à Paris 3-4 mois dans le cadre d'un échange universitaire. Et monsieur le maire, vous parliez de Sciences Po. Effectivement, depuis une douzaine d'années, on travaille avec Sciences Po. Et depuis maintenant 1 an et demi, on a un partenariat très fort avec eux, puisqu'on leur réserve une partie de notre réseau de famille pour leurs étudiants. Donc on est évidemment sur une toute petite niche, c'est vraiment confidentiel. On a des familles qui dépassent les 60 ans, mais on a ouvert un petit peu aussi aux autres personnalités. Et on a des mamans seules qui ont envie de rester sur place dans leur appartement au moment où le couple se sépare, par exemple, et qui profitent d'une chambre de libre pour recevoir un étudiant, parce que c'est une ouverture culturelle pour leurs enfants, que c'est toujours un échange qui se passe dans la famille quand on reçoit un étudiant. Aujourd'hui, et avec le Covid, évidemment, on a un parc qui s'est considérablement réduit, puisque beaucoup de familles ont récupéré leur chambre en plus pour installer un bureau de télétravail. Ça va sans doute évoluer, mais en tout cas, c'est la situation aujourd'hui. Beaucoup d'enfants sont rentrés, notamment des enfants qui eux-mêmes étaient partis vivre à l'étranger. Les parents profitaient justement de ce revenu créé par l'accueil d'un étudiant pour financer et accompagner les études d'un enfant. Donc on a un parc qui s'est considérablement réduit. Et donc on est, et c'est pour ça qu'on était aussi là, pour expliquer notre dispositif et pouvoir faire en sorte qu'il soit plus connu des Parisiens, puisque vraiment on reste exclusivement à Paris. Et enfin, on est dans votre bel arrondissement seulement depuis 4 ans, donc c'est pour cette raison que vous n'aviez peut-être pas encore entendu parler de notre dispositif. Merci infiniment. Vous nous ferez connaître, peut-être, vous nous adresserez peut-être un document, peut-être un petit peu plus, peut-être descriptif, bien sûr, pour reprendre vos propos, qui nous permettra de le diffuser. Et d'ailleurs, j'ai souhaité également qu'on en fasse peut-être, qu'on le fasse davantage connaître. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions. Je pense notamment, vous savez que pendant des années, des décennies, dans le cadre de la paroisse Saint-Germain-des-Prés, qui est très orientée vers les étudiants, il y avait un organisme qui s'appelait le CEP, Entraide étudiants, qui a fonctionné pendant des années, qui était animé par des bénévoles, et puis s'est arrêté il y a il y a 2 ou 3 ans, un peu faute de combattants et sans doute aussi très affaibli par la crise sanitaire. Très affaibli par la crise sanitaire. Donc c'est bon que dans ce domaine, il y ait d'autres acteurs qui se fassent connaître, qui émergent. Après, toute la difficulté, c'est d'avoir, je dirais, de faire en sorte que ça fonctionne bien. Parce qu'il est évident que chez les personnes très âgées, on se trouve après avec d'autres problématiques qui sont plus forcément celles d'un étudiant, ou alors après, vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Oui, faire un peu de courses, faire un peu de, pourquoi pas, les aider à la cuisine, avoir de la conversation. Après, on peut pas demander des étudiants de se transformer en aide-soignants. Bien entendu. Oui, ou en auxiliaire de vie. Donc c'est là où, bien sûr, la bascule est difficile. Après, tout est possible. Et puis, il y a aussi les risques. On le sait, que quelquefois, des personnes âgées plus fragiles, peut-être ensuite, puissent être l'objet de personnes plus, qui ne respectent pas certaines règles. Voilà, c'est aussi une difficulté. Bien sûr. Auquel on peut se heurter. Alors, l'être humain étant capable de tout, du meilleur, mais aussi du pire. Bien sûr. Alors, évidemment, on est vigilante tout au long du séjour d'un étudiant. C'est aussi notre rôle de pouvoir accompagner à la fois un étudiant qui est en difficulté parce que il y a un problème au sein de sa famille, et puis d'accompagner également une famille qui nous dirait, voilà, là, je suis débordée, je me suis lancée dans quelque chose qui me dépasse. Et donc, évidemment, il y a toujours des portes de sortie et on y veille de plus en plus. On a fait en sorte que notre dispositif soit vraiment très souple, aussi bien pour une famille qui va avoir besoin temporairement de recevoir quelqu'un, que pour un étudiant qui est là finalement sur une période très courte.
Ça peut évidemment durer sur une année universitaire totale, mais le but du jeu, c'est vraiment l'immersion culturelle et l'intégration au sein de la famille. Donc finalement, tout naturellement, quand tout se passe bien, ce qui est quand même heureusement l'immense majorité des cas, le coup de main dont vous parliez, ou d'aller faire 3 courses, ou de prêter main forte, il se fait tout à fait naturellement, sans même qu'on ait à le demander d'un côté ou de l'autre. Merci mesdames, je vous remercie. Merci madame Morvan, auquel on enverra également bien sûr la captation que réalise monsieur Rudy. J'ai madame Kiss qui avait posé un vœu là-dessus sur l'allocation intergénérationnelle, à laquelle je donne bien volontiers la parole. Merci Monsieur le maire. Donc tout d'abord, merci à tous et toutes pour vos interventions qui sont très intéressantes. Je me demandais juste, je ne sais pas si ça peut déborder au niveau du timing, mais si ça serait possible d'évoquer un autre dispositif qui est cousin du dispositif intergénérationnel, c'est le dispositif de location intersolidaire via par exemple Solibail, et qui me paraît aussi être très intéressant, être une alternative solidaire à la location plus traditionnelle. Donc je ne sais pas, Madame Morvan, si vous pouvez l'aborder un tout petit peu. Alors, ça si vous voulez, il n'y a aucune contingence liée à l'âge. Hein. Donc, le dispositif Solibail, c'est en effet loué à des conditions très préférentielles, une garantie du loyer, la prise en charge des dégradations locatives par en effet les organismes qui mettent en relation les bailleurs et les locataires, qui souvent sont des personnes qui sont logées à l'hôtel, enfin dans des situations de logement très difficiles, mais il n'y a aucune contingence liée à l'âge. C'est différent donc du dispositif présenté par Atome. Ce sujet, j'avais une petite question. Il n'y a pas possibilité pour les propriétaires de voir prendre en charge des travaux dans leur logement quand ils ont via une convention avec l'ANA? Alors quand oui, il y a une convention vous avez une solidaire. convention avec l'ANA qui est possible, mais qui vous engage donc sur une certaine durée de louer un certain prix de loyer à des gens qui ne dépassent pas un certain plafond de revenus. Donc il y a pas mal de critères. Après, il faut qu'en effet les propriétaires veuillent bien adopter ce type de... En fait, c'est vrai que ça permet d'être une solution aux demandes de logement social qui n'aboutissent pas, mais encore faut-il que les propriétaires veuillent bien partir dans ce type de location. Hein. On le signalera si on fait un article. Après, c'est vrai que ce dernier système, notamment les aides de l'ANA, ne sont pas forcément totalement efficaces sur un territoire comme le 6e arrondissement, voire comme sur un territoire comme Paris. Après, c'est plus facile dans d'autres communes ou en province. Merci infiniment. Merci Madame Morvan. Merci Mesdames. Je vous propose de poursuivre nos travaux. Et nous allons maintenant évoquer, donc je vous laisse, si vous voulez rester dans l'assistance, vous le pouvez, ou rester éventuellement ici. Merci infiniment. Nous allons poursuivre nos travaux et nous avons en distanciel maintenant Monsieur Plotin de la DLH, que je connais bien et qui connaît éminemment ces sujets de protection des locaux d'habitation et qui va intervenir sur deux sujets. La location des meublés touristiques. Je vous propose peut-être de démarrer par cela et ensuite, alors à moins qu'on puisse inverser peut-être, on pourrait démarrer sur la conversion des logements en locaux professionnels, qui est particulièrement important dans le 6e arrondissement. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que la conversion des logements en locaux professionnels, c'est lorsque une profession libérale, médecin, dentiste, avocat notamment, veut s'implanter dans un logement et demande effectivement une conversion, c'est-à-dire l'autorisation d'utiliser en tant que profession libérale ce local. Monsieur Plotin, vous avez la parole. Bien, écoutez, on va pas vous laisser dans la difficulté plus longtemps. Moi, je voulais simplement dire que et vous dire que je voulais remercier la DLH puisque elle nous a envoyé un document très complet que Monsieur Plotin aurait commenté, qui portait aussi bien sur la régulation des meublés de tourisme que sur la protection des locaux d'habitation. Alors, je peux proposer à Charles Flaubert peut-être de le commenter rapidement,
Ça serait une bonne chose. Et puis, vous allez écouter M. Plotin et vous nous ferez savoir si vous avez des commentaires supplémentaires à faire. Hein. Alors, peut-être déjà sur la conversion des locaux professionnels, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, c'est un dispositif qui existe depuis de nombreuses années, qui a évolué au cours du temps, notamment, je fais que bref, sous l'emprise du Premier ministre, M. Raffarin, en 2004, on a libéralisé les choses et maintenant, grossièrement, on donne 50 mètres, on octroie assez facilement 50 mètres carrés de conversion par profession libérale dans les étages. Vous verrez les chiffres, M. Flaubert donnera les chiffres qui concernent les 4 quartiers administratifs du 6e arrondissement, qui sont relativement importants, mais qui, bien sûr, rapportés à l'ensemble des conversions sur Paris, ne représentent que quelques pourcentages. Ce que j'ai essayé, ce que j'essaie de faire, et vous m'avez souvent entendu le dire, c'est justement en réponse, effectivement, à certaines interventions, à certaines constatations. Et vous avez entendu notamment le président du conseil du quartier Rennes, Maître Pierrat, l'évoquer, avec un peu de force peut-être, et d'ailleurs peut-être un tout petit peu d'excès, puisque les choses sont en train de s'améliorer rue de Rennes, il y a des surfaces commerciales vacantes. Donc je pense qu'on peut effectivement, sur l'ensemble des rues, permettre aux professions libérales d'essayer de s'installer en rez-de-chaussée, ce qui d'ailleurs rend leurs locaux plus accessibles. Beaucoup de ceux qui sont en étage ne sont pas accessibles, ce qui les rend plus visibles et ce qui les rend également, ce qui permet, par voie de conséquence, bien évidemment, de relibérer du logement en étage, le logement qui pèse ensuite positivement sur le marché du logement. Nous manquons de logements dans notre arrondissement et en général à Paris. Alors ça commence puisque justement, s'agissant de la rue de Rennes, nous avons 2 exemples assez probants. Un centre dentaire qui est en cours d'installation finale, qui s'implante au 115 de la rue de Rennes, c'est-à-dire à l'angle du boulevard Raspail et de la rue de Rennes, et qui prend la place de 2 agences de voyage. Et puis, j'ai découvert également en me promenant un office notarial qui s'est implanté au 7 de la rue d'Assas. Au 7 de la rue d'Assas, ce n'est pas le premier, puisque vous avez aussi un office notarial qui s'est implanté en rez-de-chaussée d'immeuble il y a plusieurs années, boulevard Saint-Michel, dans la partie haute du boulevard Saint-Michel, entre la rue Auguste-Comte et la rue Michelet. Mais je souhaiterais effectivement que ces installations soient plus facilitées. Elles remplissent des vides. Rien n'est pire que des pieds d'immeubles qui soient complètement abandonnés. Ça rend les professions libérales plus visibles. Ça n'empêche pas que nous aurons toujours des professions libérales en étage, mais s'agissant par exemple de professions travaillant en groupe, les notaires, les avocats, etc., et également des centres médicaux qui ont besoin de plus de place, c'est une bonne chose. Alors j'essaie de pousser, vous l'avez vu, M. Plotin, d'ailleurs, une dernière demande qui émanait d'un cabinet d'avocats qui est rue Jacob, j'ai donné un avis défavorable. J'ai donné un avis défavorable dans la mesure où je pense qu'effectivement, ils peuvent s'installer ailleurs. Alors je sais que peut-être dans l'état actuel de réglementation, vous ne pourrez pas suivre mon avis, mais j'essaie de montrer la voie en l'occurrence. J'ajoute que je n'ai rien contre les avocats, mais bien évidemment, les avocats travaillent via des sociétés civiles professionnelles. Quand un appartement est occupé par un avocat, on ne le revoit quasiment plus en logement, car les cessions de parts qui interviennent entre les avocats, jeunes avocats et avocats portant en retraite font qu'en général, l'habitation, le logement est perdu pour l'habitation. Alors, Monsieur Flaubert, peut-être vous pouvez nous donner les chiffres pour les différents quartiers du 6e arrondissement. Et bien évidemment, mesdames et messieurs, vous aurez ce document dès demain qui vous sera transmis. Merci, Monsieur le maire. Donc, juste pour peut-être donner un cadre légal très rapidement, donc il y a en réalité 2 types principaux de changement d'affectation en réalité. Vous avez d'une part la transformation de logements en commerce, bureaux, meublés, de tourisme, qui nécessite une autorisation avec une compensation.
Qu'est-ce que c'est une compensation? C'est en fait de récupérer des mètres carrés commerciaux qui sont affectés dans d'autres locaux pour pouvoir les affecter à ces nouveaux locaux. Et après, vous avez la deuxième type de changement qui est des autorisations qui sont personnelles. Alors, on parlait d'autorisations professionnelles qui sont personnelles et qui, là, ne demandent pas de compensation, mais qui sont quand même réglementées en ce sens que pour le rez-de-chaussée, c'est les professions libérales, par exemple, et pour les étages, c'est limité à 150 mètres carrés. Donc, dans certains cas, compensation, dans d'autres cas, pas de compensation, mais c'est pour des professions libérales et ça reste personnel. Alors, on peut préciser tout d'abord que dans les données 2014-2021, il y a 162 dossiers qui ont été déposés pour le 6e arrondissement, ce qui représente un peu moins de 5% des dossiers à Paris. Pour les changements sans compensation, c'est-à-dire les décisions personnelles, on précise qu'il y a eu 130 dossiers, à peu près 5% des dossiers parisiens, pour effectivement des nombres de dossiers qui sont principalement dans le quartier Notre-Dame-des-Champs, 11 à Monnet, 23 à Odéon, 89 à Notre-Dame-des-Champs, comme je viens d'indiquer, 7 à Saint-Germain-des-Prés, pour un total de 10 000 mètres carrés en tout, un peu moins de 11 000 mètres carrés, avec une part très importante pour le quartier de Notre-Dame-des-Champs. Pour les changements d'usage, sans compensation, donc sur les 119 dossiers qui ont été déposés, on a la santé pour 75 dossiers, 35 dossiers juridiques. Donc santé, on est dans le médical, notamment les cabinets médicaux et autres. Le juridique, principalement des avocats, mais ça peut être également des notaires. Les changements avec compensation, donc là c'est un peu plus lourd si je puis dire, parce que là c'est vraiment un changement d'affectation d'usage des locaux. Donc là on a eu 4 dossiers à Monnet, 6 dossiers à Odéon, 6 dossiers à Notre-Dame-des-Champs et 16 dossiers à Saint-Germain-des-Prés. En total 32 dossiers, donc moins de dossiers, mais effectivement ce sont des dossiers qui sont plus lourds. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre également, sans prendre tous les chiffres qui sont quand même relativement touffus? On précise que la localisation des locaux proposés en compensation, donc dans le 6e, on a 4 735 mètres carrés. Voilà, on a 4 735 mètres carrés qui correspondent pour 1 252 mètres carrés à des logements sociaux. Voilà, les changements d'usage, on a également les différents secteurs de transformation avec des plans qui vous seront communiqués. Pourquoi un slide maintenant qui nous propose pourquoi réguler on va dire les logements et les locations touristiques à Paris. Alors ça, c'est un dossier qui est très important. La mairie centrale, tant la mairie d'arrondissement se sont émus, évidemment. On est tous au courant. On a tous subi dans nos immeubles des usages un petit peu abusifs des locations meublées touristiques avec des arrivées très tôt le matin, des arrivées très tard le soir, des gênes qui ont été vécues par tous les habitants, notamment dans notre quartier qui est le 6e arrondissement, où c'était aussi beaucoup le cas dans le Marais. On voit le nombre d'annonces, ça c'est très intéressant en slide avec l'évolution du nombre d'annonces. Pour 2015, on avait 29 000 annonces, donc on va dire Airbnb, et en 2020, 65 000 annonces. Donc une explosion du nombre des annonces. Pour le 6e arrondissement, au 31 décembre 2021, 1000 déclarations actives en meublé ont été effectuées pour le 6e. Ça représente 3% environ des déclarations pour Paris. 772 en résidence principale, ça fait 77%, et 231 en résidence principale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut louer sa résidence principale avec une durée limité, comme l'a indiqué justement Monsieur le maire. En revanche, si on veut louer complètement son appartement en location meublée, ça n'est pas possible, notamment parce qu'on change en réalité l'affectation du logement. 1000, voilà, donc on a dit 1003 déclarations actives, et on a également un autre chiffre important, 1725 annonces relevées, dont 849 sont numéro d'enregistrement. Donc on a
à peu près la moitié des annonces qui ne correspondent pas au numéro d'enregistrement. Ce qui correspond à quoi? Ça veut dire que donc, vous avez des gens qui mettent en location alors qu'ils n'ont pas fait les démarches nécessaires. Il faut bien savoir là-dessus qu'il y a une vraie prise en main qui a été effectuée par la mairie centrale, moi je dois l'avouer. Il y a un travail qui a été effectué et on peut aller jusqu'au contentieux, puisqu'il y a une réglementation maintenant pour compenser et transformer entre guillemets son logement en commerce d'une certaine façon, en tous les cas en logement meublé. Et donc il faut savoir que des amendes ont été données. On précise que bilan provisoire en novembre 2021, condamnation au titre de changement d'usage, un peu moins de 3 millions d'euros, condamnation au titre du code de tourisme, 350 000 euros, les condamnations des plateformes, alors ça avait été très médiatisé, si je puis dire, environ 9 millions d'euros, ce qui fait un total de 12,5 millions d'euros qui a été d'amendes, de condamnations qui ont été prononcées contre les loueurs ou contre les plateformes qui proposent ces locations. Donc on a effectivement une prise en compte réelle de ces infractions et une mise en cause. Il faut aussi dire, et ça monsieur le maire est très sensible à ce point-là, que si jamais vous subissez des préjudices dus à ces locations meublées, a fortiori si elles sont entre guillemets sauvages, c'est-à-dire si elles ne sont pas enregistrées et qu'elles ne sont faites pas en conformité avec la réglementation, écrivez-nous à la mairie, écrivez à monsieur le maire et nous on fera faire des interventions, des contrôles pour déterminer si effectivement les autorisations ne sont pas faites et si elles ne sont pas faites pour faire cesser ces utilisations irrégulières et faire condamner les propriétaires indélicats. On y est extrêmement sensible, c'est vraiment la vie paisible des habitants. Donc on peut quand même considérer qu'on a une amélioration de la situation. Donc on a tout un système contentieux qui a été mis en place. Alors, ce qu'on peut enfin dire, c'est qu'effectivement, ce système, il est en adaptation constante, puisqu'en réalité, les pratiques évoluent, mais qu'il y a eu une amélioration, mais que le contrôle continue, et que si jamais vous aviez une difficulté, n'hésitez pas de nous signaler ces problèmes. Merci. Merci, Monsieur Flaubert, qui connaît parfaitement ces problèmes. Alors, je vous propose peut-être de donner la parole à ceux et celles qui voudraient intervenir, mais je suis un petit peu gêné, puisque effectivement, on n'a pas réussi Monsieur Gisard me le confirme, à rétablir la liaison avec Monsieur Plotin, qui nous entend. Donc, il entend, d'ailleurs, Monsieur Plotin, effectivement, acquiesce. Donc, il entend les questions. Donc, si vous avez des questions à poser, elles lui sont destinées. Et donc, il répondra aux questions que vous pouvez poser, soit sur les conversions de logements, soit sur les meublés touristiques, étant entendu que Charles Flaubert, je crois, a parfaitement commenté le PowerPoint qui nous a été transmis et que vous retrouverez dès demain. Alors, c'est vrai que les meublés de tourisme ont été également, il faut le reconnaître, très affaiblis par la crise sanitaire, par le manque de tourisme. Il y a d'ailleurs certains de des propriétaires, de personnes qui avaient même investi, qui avaient emprunté pour faire des conversions au logement de tourisme, qui, un peu pris à la gorge par leurs annuités, ont remis effectivement des appartements sur le marché, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Après, comme l'a très bien dit Charles Flaubert, et nous rencontrions ces problèmes avant la crise sanitaire. Vous aviez des personnes qui louaient sans encombre leur logement, étant entendu d'ailleurs, tu l'as peut-être rappelé, qu'actuellement à Paris, on a la capacité de louer, si je me rappelle bien, 4 mois dans l'année, c'est-à-dire 120 jours, son logement. Son logement, on peut le louer, et c'est normal. C'est comme quand vous louez, vous allez au bord de la mer et vous louez... Maintenant, c'est un peu moins vrai parce que souvent les prix ont augmenté, mais il y a quelques décennies, les familles allaient louer 2 mois au bord de la mer, une maison, ce qui permettait aux enfants qui en avaient d'ailleurs, grâce à leurs parents, la possibilité effectivement de quitter les villes. On a la possibilité de louer pendant 4 mois et on n'est pas forcé de louer, de changer de locataire toutes les semaines. Après, effectivement, les propriétaires qui pratiquent la location touristique, allez, je vais employer un mot un peu frénétique, c'est-à-dire qui changent de locataire toutes les semaines,
Ça peut induire des difficultés fortes dans les immeubles, dans les éventuelles copropriétés, et générer des réactions légitimes de la part des autres habitants de l'immeuble qui peuvent subir des allées et venues incessantes dans les parties communes, des arrivées tardives, des arrivées précoces, des départs tardifs, enfin bref, toutes les formules peuvent exister. Alors ce système qui avait malheureusement existé et qui a suscité des réactions légitimes a été mis à mal par la crise sanitaire. Mais il est clair que dans la perspective, notamment, je pense, des Jeux Olympiques ou même d'une renaissance du tourisme international, il faut effectivement pouvoir s'en prémunir. Et d'ailleurs, je veux le dire, il y a une unanimité au Conseil de Paris entre les différentes forces politiques qui sont représentées pour justement protéger et mettre en place des systèmes qui protègent effectivement les résidences principales, sans altérer la capacité qu'ont les propriétaires, encore, je le rappelle, de louer leur logement. C'est le cas d'ailleurs d'un certain nombre d'habitants du 6e arrondissement qui, ayant vu leur activité professionnelle évoluer, se partagent entre leur résidence principale et leur résidence secondaire, ce qui est parfaitement légitime. Après, comme toujours, il faut qu'il y ait un certain équilibre qui intervienne, et je crois que c'est une bonne chose. Madame Hervieux. Oui, monsieur le maire, je vous rejoins tout à fait sur votre intervention. Je voulais préciser que, en fait, concernant la plateforme Airbnb en particulier, je voudrais saluer en fait le travail de la ville de Paris sur ce sujet et notamment de mon collègue Yann Brossat, l'adjoint en charge du logement pour Anne Hidalgo, qui a vraiment pris le sujet à bras-le-corps. Et en fait, donc on s'est rendu compte notamment que Airbnb proposer des annonces en ligne, plus de 1000 annonces qui en fait ne disposaient pas de numéro d'enregistrement par exemple. Et donc on a lancé une recherche, on a identifié ces annonces qui étaient illégales. Et en juillet dernier, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la multinationale Airbnb à verser plus de 8 millions d'euros à la ville de Paris. Et je voulais juste partager avec vous le fait que c'est la première fois en France qu'une collectivité avait réussi à faire condamner un géant du numérique qui ne respectait pas les règles. Donc la responsabilité des plateformes a enfin été reconnue et ça a été une très grande victoire pour les Parisiens et les Parisiennes. Et je voulais souligner ce travail qui est porté notamment par mon collègue Yann Brossat et par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? S'il n'y en a pas, je vous propose peut-être de nous séparer en remerciant l'ensemble de ceux et celles qui ont participé à cette réunion, Monsieur Gisard, Monsieur Plotin, les différentes oratrices qui les ont précédées, et merci à tous, excellente soirée, et nous nous retrouverons bientôt pour d'autres réunions.